Alors, la question finalement que j'ai envie de me poser, et à partir de celle que tu as initiée, Gwenaëlle, donc c'est celle au fond de la... alors tu dis l'utilité donc des archives, de la documentation d'ailleurs pour le design, et il me semble que la première question à se poser, c'est celle de savoir pourquoi ça fait problème. C'est-à-dire, au bout du compte, il me semble que si cette question de la documentation advient en tant que question, c'est qu'il y a un déficit, c'est qu'il y a un manque. Et effectivement, je crois que c'est de bon sens. Donc, moins on archive en amont, donc des projets, c'est-à-dire le processus, moins on archive en aval, c'est-à-dire ce qui a été produit et ce à partir de quoi donc ça a été produit, c'est sûr que moins on se donne la possibilité d'étudier finalement ce qu'est le design, quelques domaines qu'il recouvre, que ce soit le design industriel ou le design, qui tient peut-être plus à des objets de niche ou à des objets de luxe ou tout ce qu'on veut. Et donc, il est certain que pour élaborer de la connaissance, il faut bien accumuler, créer une sorte de petit capital au fil des années, au fil des siècles, donc pour pouvoir justement donc étudier les matériaux requis, étudier les processus mis en œuvre, étudier les prototypes, comment ils se sont enchaînés, et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire, oui, la question se pose parce que le déficit est patent. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple qui m'avait frappé, quand j'enseignais à l'école du paysage de Versailles, donc qui est une école qui forme des paysagistes, concepteurs, comme on dit, ou traditionnellement des architectes paysagistes, la question des archives, en fait, c'est enfin, j'ai envie de dire, posée. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, les fonds d'archives, à la mort de l'architecte paysagiste ou du paysagiste concepteur, étaient tout simplement détruits. Bon, soit l'agence était reprise, et auquel cas, évidemment, ça pouvait durer un temps, mais 9 fois sur 10, la veuve finissait, puisque c'était souvent des hommes, il faut bien avouer, la veuve finissait par mettre tout ça à la benne, et on n'en parlait plus. Et donc, par exemple, pour ce secteur du design, la collecte, en fait, a commencé à peu près dans les années 2010. Donc vous voyez, c'est quand même tout à fait récent. Et c'est vrai que du coup, la documentation vient à manquer. Et pourtant, j'ai envie de dire, le problème ainsi amené n'est que partiellement posé. Alors pourquoi ? Parce qu'il me semble que justement la prise de conscience de la valeur de la documentation, de la valeur de l'archive, elle est, j'ai envie de dire, désormais faite. C'est-à-dire qu'on a conscience de ce que valent ces fonds d'archives, même si après on peut discuter de quelle valeur il s'agit, mais il ne me semble que ça viendrait plus à l'esprit des gens de dire non, ça vaut rien, allez hop, c'est fini, on jette. Et cette conscience de la valeur s'est faite donc au fur et à mesure que le design est entré dans les musées, c'est-à-dire qu'on a effectivement conservé donc des prototypes et des projets donc une fois réalisés. Une fois donc il est entré dans des musées qui étaient étiquetés art appliqué ou parfois art décoratif et qui sont devenus d'art décoratif et de design. Donc au fur et à mesure, il est vrai que cette prise de conscience s'est construite. Ça a été aussi le cas pour des bibliothèques, on en a parlé à l'instant. C'est vrai que la bibliothèque Kandinsky, par exemple, à Beaubourg, donc, a un fonds intitulé Architecte, ingénieur, designer, qui va de Paul Abraham justement à Ettore Sottsass. On a vu un document en matière d'agenda qui a été montré, et on a comme ça effectivement construit, je pense, à juste titre, la valeur associée à la question de la documentation donc, et des archives. Alors, du coup, la question devient, si on doit soulever le problème de la documentation et de l'archivage, ça devient celle de comprendre pourquoi musées et bibliothèques ne suffisent peut-être pas. C'est-à-dire si, loin de moi l'idée de nier l'intérêt et la valeur du travail qui est fait, mais la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui manque ? C'est-à-dire si on éprouve encore le besoin de se questionner, c'est bien que, encore une fois, le manque existe et qu'il faut l'identifier. Alors, il me semble que justement le problème tient au fait, ou un des problèmes, tient au fait que la documentation se fait archive. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, donc cette question de la conservation donc, est tournée
vers le passé. Donc pour comprendre peut-être poser le problème à partir d'une distinction qu'opère Michel Foucault, donc l'idée au fond c'est que les bibliothèques, les musées conservent et exposent des documents, c'est-à-dire finalement des objets, des artefacts, des plans, des prototypes qui deviennent vite des monuments offerts finalement à la mémoire ou à l'histoire. Autrement dit, il s'agit là, si vous voulez, de quelque chose qu'il faut identifier, non pas comme... Il ne s'agit pas de nier, ce n'est pas une attaque du tout en règle contre le travail que font nos collègues, donc historiens de l'art. L'idée, c'est tout simplement d'en dessiner les limites. Parce qu'il y a toujours limite, quoi qu'on en dise et qu'on en pense, quand on initie ce type de démarche. Alors je vais prendre un exemple. Vous savez qu'on a fêté le centenaire du Bauhaus, donc un exemple massif. Donc pour nous, dans les années, donc en 2019, et à cette occasion, c'est vrai que Weimar, Dessau et le musée de Berlin, donc dévolus à cette école de design, ont connu un renouvellement, voire même des créations de musées, et que ça a été une période tout à fait florissante et extrêmement, d'abord émouvante, il faut bien avouer, enfin, et puis énergisante aussi, c'est-à-dire quand on se retrouve en 2019 donc à Dessau, dans l'école où ces gens ont enseigné, ces étudiants ont suivi leur corpus, il y avait là une énergie absolument fabuleuse. Alors peut-être je suis un peu mystique, bon allez, admettons, allez, j'assume, c'est pas grave. Donc il y avait là quelque chose effectivement de tout à fait intéressant, mais en même temps, force est de constater, quand je me suis promené dans ces lieux et aussi dans ces musées, donc à Weimar ou à Dessau, avec bonheur, les choses sont montrées de manière, par exemple, les choses, c'est-à-dire les artefacts, les documents, sont montrés de manière extrêmement classique. C'est-à-dire, on a des vitrines, on montre des choses, au fond, comme on montrerait, où on a des socles, on peut tourner autour des objets comme on tournerait autour d'une sculpture. Au fond, le danger, si vous voulez, c'est que... Alors c'est vrai que c'est aussi lié à la question de la scénographie qui a été choisie et qui peut être discutée. Il me semble qu'on tourne un peu à la monographie, c'est-à-dire on vous parle quand même beaucoup des personnes qui ont fondé ces écoles, Gropius, ou qui les ont animées de manière... discutable, enfin, et discuté, Itten par exemple, etc. Ça tourne à la monographie de designer ou bien à l'objet emblématique. Et il me semble que la limite, si vous voulez, de ce type de tentative, c'est qu'on fabrique des icônes. C'est-à-dire que ce soit du côté donc, des personnes ou que ce soit du côté donc, de ce qui a été produit. Au fond, on réalise un peu ce que l'étymologie du terme archive, c'est-à-dire archeion, c'est-à-dire le lieu de la magistrature ou de la mairie, le lieu où l'on conserve en fait les documents ou les traces, les choses importantes. Donc on réalise là une archive en ce sens-là, c'est-à-dire quelque chose qui vise la conservation sous le regard des archontes, c'est-à-dire des historiens, des conservateurs, etc. Et les documents donc sont transformés de ce point de vue-là en quelque chose qui devient peut-être quasi intouchable, donc en monument. Alors, donc, le problème de cette démarche est qui a son utilité, et je reviendrai jamais là-dessus. C'est-à-dire, la question n'est pas de dire il faut arrêter avec l'histoire et la conservation, ce serait tout à fait stupide. Je veux dire, on gagne à garder, et on gagne de manière, je dirais, tout à fait intéressante, parce que sans ça, on se prive de pouvoir effectivement développer le regard critique dont nous parlait notre collègue à l'instant, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème de cette démarche, donc qui a cette utilité, c'est que finalement, alors, peut-être déjà, elle est surtout, me semble-t-il, ouverte alors, aux spécialistes, au grand public, via des expositions, c'est vrai. Bon, là, il y a quelque chose qui serait à discuter. Mais ça tient surtout à sa partialité, c'est-à-dire au fait que quelque chose, donc cette démarche d'archive, de ce type-là d'archive, rate, me semble-t-il, le cœur même de ce qui est le projet, c'est-à-dire ce qui est jeté devant, ce qui est en devenir, ce qui est tourné vers un futur et qui n'est pas encore advenu. Autrement dit, comprendre le design à partir de ce type-là d'archives, oui, à 200%, j'ai envie de dire, mais ça ne suffit pas.
Alors, donc la question de la documentation, pour faire connaître, enfin pour pouvoir connaître le design, ça devient au fond, est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer, donc, et sans tomber dans la caricature donc d'une archive poussiéreuse, mortifère, juste à l'adresse de notre collègue, mon syllabus, mon petit résumé était provocateur à dessein, hein, je l'avoue, donc je l'assume. Donc une fois qu'on a fait la provoque, on peut passer à autre chose. Donc la question est la suivante, c'est sans tomber dans la caricature comme on peut être tenté de le faire. Donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, donc à l'égard des projets et des designers, constituer ce qu'on pourrait appeler une archive vivante du design. Et la question, c'est de savoir en quel sens ça peut être vivant. Alors, à partir de là, donc, il me semble que cette archive vivante, j'ai une hypothèse, enfin que j'essaye de développer, de mettre en œuvre, elle résulte d'enquêtes de terrain auprès des designers actuels, je veux dire, qui sont vivants, donc on peut interroger. Et le but, c'est pas simplement de leur demander s'ils font des archives ou pas, parce que je crois qu'effectivement, il y a des pratiques très différentes et que, d'une certaine façon, je crois que je sais plus si c'est Pia ou si c'est Gwenaël. Vous avez parlé, je crois, d'une manière quasi organique, hein, de l'archive de se constituer, de croître en fait. De se constituer. C'est vrai que les papiers ont parfois une vie propre. Hein, on a l'impression que ça croît, parfois trop d'ailleurs. Donc, pour son propre compte et tout seul. Donc, faire des enquêtes de terrain auprès de gens, de designers actuels. Et l'idée, c'est pas simplement de savoir quelle est leur pratique en matière d'archives, mais c'est de savoir au fond comment ils pratiquent. C'est-à-dire quelle idée ils se font de la profession et de la documentation de cette profession. Mais pas simplement je dirais de manière élargie. C'est-à-dire, c'est pas simplement les étapes du projet, c'est pas simplement les prototypes, c'est aussi, par exemple, est-ce qu'ils gardent trace de la relation avec les clients? C'est-à-dire, comment ça se passe? Est-ce que ça, finalement, la constitution de tout ce qui relève du brief ou des discussions préalables, est-ce que ça, ils gardent trace ou pas? Autrement dit, rentrer, finalement, dans les micro-processus, dans le questionnaire, hein, voir un peu de manière plus fine, peut-être, au-delà du document ou en deçà du document, de quoi garde-t-il finalement trace et comment? Alors, ces enquêtes de terrain, ce qui me semble être intéressant aussi, et c'est pour ça que je posais la question à Gwenaël tout à l'heure, c'est que c'est peut-être pas seulement dans les musées et les bibliothèques que ça se joue dans les lieux de travail. C'est-à-dire, ça se joue finalement dans les ateliers, dans les agences, dans les bureaux d'études, si on est davantage tourné vers l'industrie. Ça se joue aussi, tu l'as dit Gwenaël, c'est pour ça que je t'ai posé la question, dans des lieux d'enseignement et de recherche. C'est-à-dire, je pense aussi que cette constitution de l'archive, elle ne peut pas simplement être perçue, comprise dans les lieux de travail. Il y a une articulation à faire avec les enquêteurs. Et quoi qu'on en dise, les enquêteurs ne sont pas... Enfin, on peut se constituer effectivement son fonds d'archives, mais les enquêteurs sont distincts des enquêtés. Et ces enquêteurs, ils se trouvent en école d'art, c'est les étudiants qui sont là, ils se trouvent donc en université, etc. Et il me semble donc, il y a intérêt, je pense, à initier les étudiants à ces méthodes d'enquête. Parce que les étudiants designers d'aujourd'hui seront les designers de demain, et à avoir été enquêteurs, peut-être qu'on produira justement d'autres attitudes à l'égard de la manière dont on se rapporte au fond. Et ce qui me semble distinct dans cette façon de concevoir l'archive, c'est aussi que la discipline scientifique requise n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire l'histoire a son rôle, l'histoire de l'art a aussi son rôle, mais là on est davantage dans des disciplines qui relèvent des sciences humaines et sociales. Alors c'est la sociologie, la question de l'entretien ou de l'enquête, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est pas simplement d'aller voir une personne singulière et de s'entretenir avec elle, c'est de pouvoir faire un questionnaire posé à plusieurs designers
et de pouvoir comparer les réponses entre elles. Parce que là, on renseigne pas simplement la pratique d'un tel ou d'une telle, on renseigne en fait la pratique d'un métier à un moment donné T du temps, avec toute sa diversité d'ailleurs, mais aussi ses lignes de confiance. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, cette manière de faire de l'archive vivante, même si, au fond, je ne l'avais pas perçue sous cet angle-là, c'est à l'occasion de cette invitation que je me suis dit, mais au fond, c'est vrai que c'est aussi ça ce qu'on travaille, c'est ce que je fais avec mes étudiants, mes étudiantes, et donc ces enquêtes de terrain, on les réalise, alors chaque année, pour donc valider une EP, ils ont réalisé 2 enquêtes de terrain, donc auprès de 2 designers, de leur choix, français ou étrangers, avec donc un questionnaire commun. Ces enquêtes de terrain, on en est à la 3e qui a été réalisée. La première a porté sur justement la question du temps et de l'accélération du temps. La deuxième a davantage porté sur l'articulation entre une posture éthique et politique dans la pratique du design. Et la 3e a porté sur ce qu'on avait appelé par hypothèse un commun de recherche dévolu au design. Donc ces 3 enquêtes ont été réalisées et publiées dans la revue Design Art Média. Donc c'est aussi une manière de constituer l'archive que de donner justement en partage ces premiers résultats. Alors vous pouvez consulter, donc c'est une revue électronique, Design Art Média. Donc vous allez dans la rubrique Paroles d'auteur et là vous avez donc les 3 volets de ces enquêtes qui s'intitulent en fait l'intitulé général c'est le design et ses pratiques, volet 1, volet 2, volet 3. Bon, donc l'idée aussi c'est qu'il y a ces entretiens et une synthèse que je fais parce que pour rejoindre l'intitulé de la journée qui comporte le terme de critique, il s'agit effectivement pas simplement de recueillir la parole des designers, et de la transcrire, bien sûr. Et Dieu sait que c'est un travail que font les étudiants et que c'est pas simple, c'est chronophage. Il faut aussi, bien sûr, contextualiser. Quelqu'un qui travaille dans une société unipersonnelle, c'est pas les mêmes conditions que quelqu'un qui travaille pour un grand groupe, etc. Contextualiser l'activité, je dirais, et bien sûr, surtout le propos, l'analyser, etc. Autrement dit, être critique. Autrement, alors, à ce stade de ma réflexion, j'ai donc, au fond, 2 démarches, 2 manières de faire archive. La première, plutôt tournée vers, on l'a dit, l'histoire, etc. La deuxième, que je viens de décrire. Mais ça ne veut pas dire que cette démarche-là est exempte de limites. Encore une fois, toute démarche en matière d'archive donc, a son périmètre de validité et a aussi donc, ses limites. Alors, ces limites, donc, quelles sont-elles ? Bien, il me semble que d'abord, elles sont triples. C'est-à-dire que les témoignages des designers, qu'on recueille à travers des entretiens, composent inévitablement avec l'oubli, l'effacement, voire l'omission, et qui sont nécessaires à la création. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer une agence même unipersonnelle, enfin je veux dire de designers qui conserverait tout, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ça serait comme, vous savez, ces gens qui sont atteints du syndrome de Diogène et qui gardent tout, je veux dire, ça grossirait jusqu'à étouffer finalement toute possibilité de créer quoi que ce soit. C'est-à-dire, je pense, et ça c'est extrêmement, j'y tiens, c'est-à-dire il y a une vertu salvatrice aussi de l'effacement et de l'oubli. C'est nécessaire. C'est-à-dire sinon, ou bien pour prendre notre manière de dire, on serait comme ce personnage de Borges, vous savez, qui s'appelle Funès, et qui a une mémoire omnisciente. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas se souvenir, et auquel cas ça veut dire qu'il est encombré finalement de tout ce qu'il vit à la seconde où il les vit. Et ça n'est pas possible. Donc, il me semble que c'est une limite aussi, mais il faut la tenir pour ce qu'elle est, la présence dans cette manière d'archiver de l'oubli, de l'effacement, voire même de l'omission, c'est-à-dire ce qu'ils vont taire, les designers. Quand on les a interrogés, par exemple, sur leur posture éthique et politique, il va de soi qu'ils ne disent pas tout. Et c'est normal. Ils choisissent aussi ce qu'ils vont dire. Alors, la limite, mais ça peut être interrogé. L'autre limite, c'est la question, en fait, si vous voulez,
D'abord que ce que je viens d'exposer est binaire, et on a l'impression du coup qu'on a des acteurs, c'est-à-dire d'un côté conservateurs de musées, de bibliothèques, donc personnes dévolues donc à la question de l'archive, voilà, et donc de l'autre, on a finalement donc des personnes qui vont enquêter de façon, on va dire, donc sociologique sur les designers et leur façon de faire. Et donc on a l'impression qu'on a créé finalement deux manières d'archiver qui devraient être complémentaires, mais qui ne communiquent pas. C'est-à-dire des acteurs différents, des lieux différents, des disciplines différentes. Et bien donc ça ne va pas non plus. Parce que si on veut comprendre en fait quelque chose à ce que les designers font, à ce que nous faisons, il ne s'agit pas d'émietter les matériaux à partir duquels on va construire de la connaissance. Il s'agit au contraire donc si ce n'est d'unifier, tout au moins de réunir les matériaux susceptibles de nous servir donc de base pour comprendre donc ce que nous avons à comprendre. Et puis la dernière limite de cette manière de faire, c'est que les usagers sont hors circuit. C'est-à-dire on s'intéresse au designer, on ne s'intéresse pas à la réception de ce qui a été fait. Or, il me semble que pour comprendre la profession, il faut aussi se tourner vers ceux finalement donc qu'elle vise, c'est-à-dire les personnes, vous et moi, tout le monde, les usagers, pour qui finalement il s'agit d'améliorer, comme on dit, l'habitabilité du monde, le quotidien, la vie. On ne leur demande pas leur avis. Alors à partir de là, je voudrais esquisser une piste de réflexion et je vais donc conclure avec ça. Il me semble que, alors c'est dans la dernière enquête qu'on a réalisée avec des étudiants, cette enquête a porté sur les communs. Vous savez, les communs, ça peut désigner des choses très différentes. Une réserve halieutique en haute mer, une réserve de poissons, il y a une ressource, et plutôt que de se battre pour aller l'exploiter, on va dire qu'il faut justement la gérer collectivement et que chacun puisse prélever sur cette ressource de manière, je dirais, sensée, sans l'épuiser, donc ce dont il a besoin pour son négoce. Donc les communs peuvent désigner des choses immatérielles aussi, le savoir, ou des savoir-faire. Et notre idée, donc dans ce séminaire que je mène avec les étudiants, c'était de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à créer un commun dévolu à la recherche en design ? C'est-à-dire, il y a une ressource, la connaissance, effectivement, donc de ce métier et de tout ce qui va avec, les projets, les agences, tout ce que vous voulez, et en même temps, donc un lieu où qu'on pourrait de recherche gérer collectivement entre trois types d'acteurs, les designers, les enseignants-chercheurs, les usagers. Donc connaître le métier à partir finalement de cette triade. Et alors je vous raconte tout ça, pourquoi ? Parce que les étudiants ont réalisé les enquêtes et il y a deux designers qui, sans se connaître nécessairement, je pense, et sans se concerter, ont parlé d'une notion que je trouve très belle, qui est celle de compostage des idées. Et je vais vous lire deux courts témoignages, parce que composter des idées, ça rejoint la question de la documentation et de l'archive, mais de manière vivante. Comme vous savez, le compost, c'est en fait une matière obtenue à partir donc de la putréfaction de restes, de légumes, de fruits, de tout ce que vous voulez, bref, de matière organique, et qui vise à fertiliser ensuite donc des semis, des sols, tout ce que l'on veut. Sauf que là, on composterait des idées en design. Alors voilà ce que nous dit par exemple Michel Briand. Et ce sont deux designers donc, qui travaillent plutôt, je dirais, qui sont plutôt tournés vers le design de service, que ce soit version publique ou version plus privée. Michel Briand. Une idée à laquelle je tiens, celle du compostage des idées. Quand une association ou une personne termine une étape, il faudrait documenter ce qui a été fait pour laisser une trace utile aux autres. Selon moi, ce principe devrait s'appliquer partout. Pourquoi ne pas imaginer qu'un enseignant qui part à la retraite composte son travail, ses cours, ses contenus ? Ce serait un bien commun précieux au lieu de laisser mourir ce travail sur un disque dur. Autrement dit, on a là l'idée du compostage des idées mises en œuvre dans la sphère, dans le domaine du design, sous l'idée de
L'archive, c'est le compost, et le compost, c'est la trace. Quelque chose qui rejoint la question de la mémoire et de l'histoire. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout étranger à ce type de démarche que d'intégrer cette dimension. Deuxième témoignage un petit peu différent, Liliane Ricot. Vous pourrez retrouver l'intégralité, ça a été publié dans la revue. Comment faire transmettre les savoirs, les outils, les pratiques, sans qu'ils se perdent? Il y a un enjeu de documentation, de transmission intergénérationnelle. Ça vous devrait vous parler quand même. Et aussi un enjeu de pensée compostable. C'est une logique inspirée du vivant. Un commun, ça naît, ça vit, ça meurt peut-être, mais ça peut fertiliser autre chose. C'est pour ça qu'il faut penser à des formats ouverts, facilement réappropriables, transmissibles. Il faut rendre les pratiques et les objets produits transférables, sinon on les perd. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'archivage, c'est toujours le compost, mais c'est au sens du fertilisant. Vous voyez, c'est pas tant laisser trace que faire en sorte que ça vienne fertiliser une pratique. Et je trouve la métaphore est à interroger, parce que ce n'est qu'une métaphore, telle que c'est dit là, mais ça vaut vraiment le coup. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas du tout dans le landscape design, ni l'un ni l'autre, mais en même temps, ils emploient pour ce terme d'archive quelque chose qui relève du vivant, ou du faire vivant. Et ça, c'est, me semble-t-il, intéressant. Autrement dit, finalement, moi, je plaiderais pour une archive vivante, qui ne vient nier ni l'intérêt de la démarche historique, ni l'intérêt d'une démarche de type sociologique. C'est-à-dire, je plaide en fait pour une sorte de réserve, ou de réservoir d'idées et de démarches compostables, qui pourrait constituer quelque chose comme un commun, donc dévolu à la recherche. Donc il me semble qu'une piste intéressante, quand je t'ai posé la question du lieu, moi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que l'université peut au moins faire l'effort de s'intéresser. On est d'accord. Mais peut-être qu'il faut trouver un terrain neutre. Et ce neutre, ça serait un commun critique, dévolu à la recherche en design, et qui serait ouvert à ces trois types d'acteurs. Les designers, donc les usagers, les enseignants-chercheurs. Voilà, donc pour une recherche vivante, c'est un peu dans ce sens-là, je pense, qu'il faudrait œuvrer. Personne ne détient la vérité, mais en se mettant ensemble, peut-être qu'on peut arriver à constituer une connaissance au moins vraisemblable et en tout cas réutilisable et fertile. Donc pour aller plus loin, je finirai là. Les 3 volets de l'enquête sont publiés dans la revue Design Art Media. J'ai fait état de ces recherches dans mon dernier livre, À l'écoute du design, une théorie critique. Et il y a un livre qui vient, que j'ai aussi plus petit cette fois-ci, que j'ai composé, qui s'appelle Les communs du design, manifeste pour un tiers-lieu de recherche. Et ça, c'est celui qui est à paraître. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Peut-être je reviens là, ou tu veux que je reste là? On reste là, oui. D'accord. Okay. Bien, oui. Est-ce que Pia voulait réagir, ou dans le public? En tout cas, il y a des termes, il y a des concepts qui reviennent, du vivant, de l'organique. Il y a des choses qui se croisent de vos 2 communications. Oui, je sais pas si je vois pas la salle, donc je ne sais pas du tout s'il y a des gens dans la salle. Mais Pia, allez-y, si vous voulez commencer. J'aurais beaucoup trop de choses à dire. Je sais pas si la personne qui filme peut filmer sur Catherine, ou parce que là je vois la salle. Non, je pense que c'est automatique. Bon, bref. Voilà, super, merci. Je suis très très heureuse d'avoir pu entendre cette intervention, parce qu'elle est très complémentaire de la mienne, et surtout c'est une réflexion, la réflexion de Catherine, je la rejoins absolument sur plein de points. Je voudrais balayer très rapidement, mais la question de la muséification de l'archive est quelque chose qui m'interpelle énormément. Et c'est vrai qu'on a parlé de la bibliothèque Kandinsky. Moi, je suis
je viens pas du monde des bibliothèques et des musées, je viens vraiment du monde des archives. Et ce qui m'a sauté aux yeux à la bibliothèque Kandinsky, c'est à quel point les fonds donc de designers, d'architectes, etc. sont déjà très très réduits en volume, sont cotés à la pièce, donc avec une vision extrêmement muséale qui sert à illustrer des expositions avec un choix de documents qui est un choix de documents graphiques qui ont aussi, il faut le dire, une certaine valeur sur le marché de l'art. Quant à moi, ce qui m'intéressait, c'était absolument pas ça. C'était justement des documents qui témoignent de la relation, comme vous disiez, avec les clients, avec la réception de ces objets, avec l'industrie, avec même le fonctionnement administratif, commercial, financier d'un atelier, d'une agence, et absolument pas en fait les 10 000 croquis pour le sur-retour d'un objet. Donc ça, je vous rejoins absolument, et je pense, et là je milite un peu pour ma paroisse, je peux pas m'empêcher de le faire, que quand même les services publics d'archives, donc je parle des archives nationales, des services publics d'archives départementales, n'ont absolument pas cette vision, et s'approche presque plus du compost qu'autre chose, puisque on y collecte des gisements en respectant cette notion d'intégrité du fond, donc en faisant assez peu de sélection, en tout cas si on en fait, on la documente très 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 précisément, et surtout, mis à part le fait qu'on décrit forcément ces fonds pour qu'ils puissent être accessibles, on essaye d'être le moins interventionniste possible pour qu'effectivement ce matériau qui est un peu du compost, j'aime beaucoup l'idée, puisse servir autant à des historiens qu'à des designers. Et on a beaucoup en tout cas, il y a beaucoup d'étudiants architectes qui viennent dans les services d'archives, donc avec un usage qui est pas du tout historien de cette matière. Et sur la question des enquêtes de terrain, moi mon expérience, c'est que effectivement j'ai mené ça aussi dans le cadre de mes recherches. J'ai récolté une trentaine de témoignages sur cette scène du design radical et de l'art pauvre, et je me suis rendu compte, alors parce que j'étais dans une démarche qui est critiquable, mais qui était ce qu'elle était de recherche de la vérité. C'est un peu ça quand même la démarche historienne. Je me suis rendu compte en partant des entretiens, pour vous donner un exemple très précis, puisque je m'intéressais à l'implication des designers dans les événements de mai 68, et vous parliez de ce positionnement éthique et politique qui était parfois difficile à restituer dans ces témoignages, que pour eux, ils avaient été des héros de mai 68 à la faculté d'architecture de Turin, tous autant qu'ils étaient. Donc je me suis dit très bien, mais maintenant je vais aller croiser ces informations avec les archives de la préfecture de police, où de nombreux étudiants sont nommés, mais pas eux, pas du tout. Donc voilà, c'est le croisement de ces deux types de sources crée ce que j'appelais dans mon présentation, sans en parler davantage, des hiatus, et qu'il est intéressant d'interroger. Donc voilà. Enfin, merci beaucoup pour cette présentation qui m'a beaucoup intéressée, et j'aurai plaisir à poursuivre des échanges avec vous. Ça serait vraiment intéressant. Une question juste pour toutes les deux, c'est sur l'accessibilité de ces archives, parce que finalement vous allez à la rencontre de fonds privés beaucoup, ou lors d'entretiens, voilà, mais pour aller récolter comme ça des connaissances ou des informations qui vous sont transmises. Quelles sont les attentes vis-à-vis de ces personnes-là et vos attentes respectives? Vous avez parlé de recul critique à un moment donné, de liberté à un moment donné, d'analyse. Comment ces deux objectifs se rencontrent? Enfin voilà, comment ces personnes-là vous ouvrent leur fond, et comment derrière vous arrivez à en dégager aussi une certaine liberté d'interprétation critique. Voilà, comment ça se... Je pense en fait, alors pour te répondre, je pense qu'en fait ça passe, enfin pour ce qui me concerne en tout cas, dans le travail qu'on fait avec les étudiants, par l'idée d'entretien semi-directif. C'est-à-dire ils ont tous le même entretien, donc enfin, je veux dire le même questionnaire, et ensuite donc c'est appliqué à l'ensemble du panel. Mais il y a une partie
donc entre guillemets libre, où l'étudiant demande donc à la personne si elle veut revenir sur tel ou tel point, ou si au contraire il y a un point qui a été omis, etc. Alors après, ça dépend du côté enquêteur, même je dirais parfois du côté inquisiteur. On a des étudiants qui sont parfois mais de redoutables enquêteurs, c'est-à-dire ils en sont presque à faire vouloir cracher le morceau, quoi. C'est-à-dire ils ont une idée derrière la tête, et alors là, je dis bon, quand même il faut se calmer un petit peu, mais c'est drôle la façon dont c'est fait. Donc il y a cette partie au fond justement vive, c'est-à-dire au-delà de la question, des questions qui sont amenées, il y a cette partie qui est vive, donc est libre, c'est-à-dire soit la personne revient sur tel ou tel point, soit c'est l'étudiant qui fait revenir la personne sur tel ou tel point. Ça, c'est un premier degré de liberté. Le deuxième degré de liberté, c'est qu'on a quand même averti les personnes. D'abord, on leur demande l'autorisation, évidemment, de publier ou pas. Et c'est pour ça que dans les entretiens, vous verrez que parfois, la personne a dit oui, mais de manière anonyme. Et donc, il y a des XX1, parce que la personne veut bien donner son témoignage, mais pas être repérée pour l'avoir donné. Parce que parfois, ben évidemment, il y a des côtés très critiques par rapport au milieu dans lequel elle évolue. Donc la liberté, c'est aussi celle pour la personne de dire je laisse publier ou pas. Et ensuite, on leur a dit aussi qu'à partir de ces publications, une synthèse et donc une interprétation serait faite. Et donc, elles peuvent aussi revenir sur la synthèse. C'est moi qui l'ai fait en fait. Sur la synthèse, pour dire en fait ce qu'elles en pensent. Donc, c'est comme ça que ça se négocie. C'est pas parfait. Ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec, je pense, qui motive la question. C'est-à-dire, c'est jamais parfait, mais on essaie de créer un espace au-delà de l'enquête, un espace de dialogue. Mais c'est pas facile. Peut-être avec le micro. Pardon. Je me pose la question dans la méthodologie de la documentation, des enquêtes, le choix, le panel. Comment il est constitué? Alors, l'idée est la suivante, c'est que donc j'ai à peu près une promo comme ça, c'est-à-dire une vingtaine d'étudiants, et je leur dis, voilà, vous allez trouver 2 designers de votre choix. Donc ça peut être dans tous les domaines du design, quelle que soit leur spécialité, hommes ou femmes évidemment, et quel que soit leur âge, et quel que soit aussi le moment où ils en sont de leur carrière. Et donc l'idée, c'est de garantir par la diversité, en fait, donc des trouvailles, si je puis dire, l'objectivité, avec guillemets, de l'enquête. C'est vrai que, par exemple, on n'est pas dans un type d'entretien qui est quantitatif, c'est-à-dire c'est pas un questionnaire qu'on donnerait à 1000 personnes et au bout en épluchant le questionnaire, on réaliserait des pourcentages. C'est une autre méthodologie. En fait, la question du panel est importante. Vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, c'est discutable. Hein. Je veux dire, la sociologie quantitative est intéressante aussi. Je veux dire, sauf que moi, je n'ai pas les moyens de réaliser ce type d'enquête. Voilà, donc je le dis très simplement. Et peut-être aussi, il y a une autre raison, c'est que je suis proche dans ce que je fais et dans ce que j'essaie d'initier avec les étudiants de l'école de Francfort, c'est-à-dire de la philosophie sociale, on va dire, ou de la sociologie culturelle, comme on dit, telle qu'elle a pu être pensée donc, par cette école de pensée, d'obédience marxiste. Je le dis aussi. Merci. J'ai une question, c'est sur le travail du tri. Vous avez bien dit qu'on ne pouvait pas cumuler toutes les informations sur toute une carrière de designer ou de créateur. Et à quel moment on choisit tel ou tel document? Parce que finalement, après ce que vous nous avez dit, les documents qui sont intéressants en tant qu'archives, c'est des textes ou des choses qui finalement sont inutiles aux créateurs, entre guillemets, qui peuvent paraître inutiles du moins. Oui. Et aujourd'hui qui sont beaucoup dématérialisés. Donc aussi, comment, à l'ère du numérique, comment on peut travailler là-dessus dans les archives? Je pense que c'est autant une question pour Pia que pour moi. Moi, j'ai envie de dire, la question du tri, elle est omniprésente.
C'est-à-dire, je pense que tous les designers qu'on a rencontrés, ils trient depuis le début. Mais même quand vous êtes étudiant, vous ne gardez pas tous les projets. Il y a des projets que vous gardez parce que vous pensez qu'ils sont intéressants, réussis d'ailleurs ou pas. Parfois, on apprend beaucoup à travers des projets supposés ratés ou non réalisés, mais on trie tout le temps. Et je pense, alors après la question, c'est quel est le critère? Moi, j'ai envie de dire, le critère, c'est est-ce que c'est compostable ou pas? Je pense que quand ils sentent que le projet, pour X raisons, pourra être repris à un moment donné et peut-être poussé plus loin, pour le parfaire, pour le réaliser, ils gardent. Et si jamais, au fond, comme quand on est enseignant-chercheur, quand on écrit un truc, même s'il n'est pas publié, il y a ce qu'on garde et il y a ce qu'on jette. Et ce qu'on garde, c'est ce dont on se dit, un jour peut-être je le reprendrai sous une autre forme. Et c'est pareil, je pense que le critère, c'est vraiment, est-ce que c'est fertilisant ou pas? Si c'est pas fertilisant, je jette. Et alors du coup, là où vous avez raison de pointer, c'est que il jette beaucoup de choses qui, aux yeux de l'historien, peuvent effectivement être tout à fait intéressantes. Mais je pense que c'est bien d'entendre Pia là-dessus aussi, parce que sur la question de comment on garde, on trie et comment on fonctionne avec le numérique, je pense que ce sont les collègues historiens et archivistes qui ont à dire des choses. Mais je pense que c'est une vraie question. Sur la question de ces critères, je pense qu'en fait, le premier critère, on n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais c'est un critère indépendant de notre volonté, c'est que la plupart du temps, les archives, elles sont perdues, détruites, au cours de déménagements, au cours des aléas de la vie, et donc ça, c'est des critères qui échappent à notre volonté. Pour ceux qui n'échappent pas à notre volonté, je pense que sur le côté, quand les archives sont encore chez le producteur, donc chez le designer, l'idée, je rejoins ce que dit Catherine, c'est que le principe qui préside, c'est celui de votre utilité à vous. Ensuite, quand ces archives rejoignent éventuellement, parce que c'est pas du tout le cas, et c'est peut-être le cas pour 1% de ces archives, rejoignent un lieu dédié à leur conservation et à leur accès, là, c'est des professionnels qui entrent en jeu. Il y a du tri, puisqu'on peut pas tout conserver. Évidemment que le tri et la destruction est une condition sine qua non pour la conservation. C'est-à-dire que si on ne triait pas, si on ne détruisait pas, on ne pourrait pas conserver ce qu'il y a à conserver. Donc ça engage des choix qui sont irrémédiables et qui sont importants. Et moi, je pense que ce qu'il y a de plus important dans tout ça, c'est de documenter ses choix. C'est de laisser une trace qui explique pourquoi on a choisi de conserver tel document et pas tel autre document, pour que les générations futures puissent comprendre les lacunes, puissent comprendre les manques et les trous. Parce que on essaye tant bien que mal de sélectionner des documents en essayant d'anticiper les besoins futurs, qui sont à la fois des besoins de recherche, mais qui sont pas uniquement des besoins de recherche scientifique. Donc c'est compliqué. Et on essaye d'anticiper les besoins futurs sur la base des besoins actuels. Donc autant vous dire que c'est impossible, que c'est un vœu pieux. Mais tout ce qu'on peut faire en tant que professionnel, c'est documenter. Et c'est très important. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre Galdiès, merci beaucoup Catherine Chomard-Ruiz pour ces deux interventions et la richesse des échanges également.